qui ont les uns soulevant des préoccupations, d'autres posant des questions. Je pense que nous allons laisser la place aux experts et au président de la commission de répondre, au ministre également, de répondre à certaines préoccupations. Et on laissera d'abord, la place à l'expert d'abord. Merci, Monsieur le Président. Je voulais rapidement répondre aux questions qui nous ont été posées, puisqu'il y a des questions qui sont posées à la fois à la task force et à la commission. Pour aller vite, je voudrais dire que les discussions ont porté à pratiquement deux aspects. L'aspect libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace communautaire, les difficultés que les citoyens rencontrent. Et il y a l'aspect migration qui consiste surtout à aller vers l'Europe. Je voudrais répondre aux questions générales. D'abord, beaucoup de gens disent que les protocoles ne sont pas appliqués du tout. Non, il ne faut pas dire que les protocoles ne sont pas appliqués du tout. Ils ne sont pas bien appliqués. Les États, en ce qui concerne l'engagement des États, les États essaient de mettre en application. Quand les États décident de supprimer les visas, c'est en application du protocole que les États ont décidé de ne pas prendre de visa aux citoyens de la CEDEAO. Quand les États décident de mettre en place un schéma de libéralisation des échanges qui est actuellement en vigueur et qui permet à une entreprise du Sénégal d'exporter ses produits au Nigeria sans payer de droits de douane, c'est une application de ce protocole. S'il n'y a pas ce protocole, pourquoi un État tel que le Nigeria et vice-versa va accepter que des marchandises d'un autre pays viennent en franchise de droits de douane? Donc ça aussi c'est une application. Maintenant le problème, ce dont souffrent les citoyens, c'est la mauvaise application. C'est des difficultés ou des insuffisances dans l'application. C'est valable pour la circulation des personnes. Si on a supprimé le visa, l'État a fait sa part. Ensuite, le fait que l'État décide de ne pas exiger de visa, ces citoyens maintenant qui sont payés pour assurer l'application de ces textes, pour des intérêts propres à eux, pour une mauvaise gouvernance parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, ils se permettent de racketter les gens. Donc c'est à ce niveau, au niveau de l'application pratique, que le problème se pose. Par rapport à la libre circulation des marchandises, dès lors que l'État a permis le schéma de libéralisation des échanges, c'est déjà une application. Maintenant, lorsque la marchandise du Sénégal quitte le Sénégal, elle va au Nigeria, ou lorsque la marchandise du Nigeria, en vertu du schéma de libéralisation des échanges, arrive au Sénégal, je vais donner des exemples, le douanier ou l'agent de migration, tout en sachant qu'elle a le droit de venir dans son territoire, il fait comme si elle n'en a pas le droit et il faut le payer, il faut lui donner de l'argent pour parler terre à terre, pour passer, comme s'il n'y avait pas ce principe-là. Donc c'est des insuffisances dans l'application. Ça fait 40 ans que ça dure et c'est parce qu'on a vu que même lorsque les États mettent en application le protocole, dans la pratique, leurs agents ne l'appliquent pas. On a fait des recommandations, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a eu des gens qui ont une vraie expertise sur la question, mais les citoyens continuent à être rackettés. Qu'on a dit, puisque les agents de la CEDEAO n'ont pas pu mettre ça en application eux-mêmes, il faut créer une task force, et c'est ça la raison de la création de la task force, qui est composée par des gens qui ne sont pas des agents de la CEDEAO, qui sont reconnus dans leur pays respectifs comme étant des gens compétents en la matière, comme étant des gens intègres. Et on pense que ces gens-là, compte tenu de leur personnalité, ils vont proposer des solutions. Donc, ce que je vous demande humblement, c'est d'examiner en profondeur les propositions qui sont formulées par cette task force-là. Et cette task force a rencontré chacun des acteurs de nos pays respectifs. Elle a rencontré les parlementaires, elle a rencontré les entrepreneurs, elle a rencontré la société civile, elle a rencontré les syndicats des travailleurs. Donc c'est ensemble qu'ils ont formulé ces propositions. Si vous voulez qu'on avance, il faut qu'on cherche sur comment sortir. C'est ça la principale question. Comment appliquer? Comment faire en sorte que les jeunes ne soient pas rackettés
sur les corridors. Comment, lorsque les gouvernements ont appliqué, ont décidé de prendre une mesure, comment concrètement les citoyens doivent bénéficier de ça. Donc c'est ça que je voulais dire. Premièrement, il faut chercher le comment. Les discussions sur les causes de la migration, je pense aussi, tout le monde sait, je suis désolé que certains experts qui ont beaucoup donné à la région disent que non, il faut encore continuer à réfléchir sur la cause. Mais tout le monde sait pourquoi les gens migrent. C'est la recherche du mieux-être, c'est tout. Soit la personne n'a pas du travail, elle part chercher du travail, soit elle est en insécurité dans son coin, elle cherche là où il y a de la sécurité ailleurs et elle s'en va. Donc il faut qu'on arrête de réfléchir sur tout pour considérer que les réponses que nous avons, même si elles sont provisoires, elles peuvent nous suffire. Tout le monde sait que c'est la recherche du mieux-être. Maintenant, comment assurer le mieux-être à nos citoyens? Comment leur donner de l'emploi? Comment assurer une bonne gouvernance pour que nos citoyens, quand ils ont un peu, qu'ils se contentent du peu pour rester chez eux, travailler et gagner plus? Je pense que c'est surtout ça qu'il faut examiner. Par rapport à la question de la justice, enfin, je vais parler d'abord du Parlement. Le Parlement de la CEDEAO, tel qu'il a été créé, n'a qu'un rôle consultatif, ce qui ne lui permet pas de jouer le rôle d'un vrai Parlement. Depuis sa création jusqu'à ce jour, il n'a que cette fonction-là. Pour lui permettre de mieux agir, nous avons au niveau de notre équipe, au cours de 2010, l'année passée, nous avons fait une proposition pour proposer qu'il commence à jouer un rôle de contrôle. Et il y a un an seulement, ces prérogatives ont été élargies et progressivement, nous pensons que si la démarche se poursuit, il va jouer un rôle de contrôle au niveau de la région pour contrôler le budget, pour contrôler les actions de la Commission, comme un Parlement à l'échelle nationale. Ce qu'on dit, les gens qui lui ont empêché cette fonction, ils partent de l'idée que les parlementaires de la CEDEAO ne sont pas élus, ils sont désignés. Mais progressivement, ça va venir. Et tant qu'il n'y a pas un Parlement qui peut contraindre l'exécutif, vous savez, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura toujours ces insuffisances-là. Donc c'est un combat, je pense qu'il faut avancer pour arriver à faire en sorte que le Parlement de la communauté ait les mêmes pouvoirs que les parlements dans les États nationaux. Par rapport à la question de la justice, vous savez, il y a des dispositions qui existent, qui permettent aux citoyens de faire recours auprès de la Cour de justice de la communauté. Mais la justice ne peut pas s'auto-saisir. Si les citoyens ou les États ne saisissent pas la Cour de justice, elle ne peut pas faire la police. Et contrairement à ce qu'un expert avait dit tout à l'heure, ce n'est pas à la Cour d'appliquer les textes, c'est les gouvernements qui sont chargés d'appliquer les textes, y compris en faisant recours à la justice. Donc je pense qu'il y a une proposition qui a été faite par la task force de prévoir une disposition pour que la Cour de justice de la communauté s'occupe de ces questions-là. Donc si on applique ça, ça va venir. Ce qu'on souhaite, vous examinez ça, est-ce que la proposition que la task force a faite est suffisante pour résoudre le problème? S'il y a un expert qui considère que la proposition ne sera pas suffisante, il peut dire, mais attention, vous task force, vous avez fait cette proposition, mais je vous assure que même en l'appliquant, ça ne peut pas résoudre le problème. Donc voilà ce que je vous propose. Donc il faut un peu de l'amélioration progressive. Par rapport à la question du Niger-Tchad, bon, la CEDEAO n'est pas saisie officiellement, donc no comment. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Je vais m'arrêter là. Le président de la task force et les autres intervenants peuvent éventuellement contribuer. Par rapport à la question de la transhumance, je l'ai soulevé parce que je sais que c'est une question cruciale et c'est l'actualité. Ce n'était pas prévu, mais j'ai soulevé ça pour que les discussions portent sur ce qui concerne les citoyens de la région. Par rapport à la transhumance aussi, c'est comme par rapport à la libre circulation. Ce n'est pas le protocole. Le protocole a prévu dans toutes les régions de l'Afrique de l'Ouest des couloirs de passage pour permettre aux animaux de circuler. Et dans tous les pays, sans exception, dans tous les pays, ces couloirs de passage ne sont pas respectés. Ils sont bouchés, ils sont bloqués par des paysans qui trouvent une terre fertile. Et quand ces couloirs de passage sont bouchés, naturellement, quand les animaux arrivent, ça cause énormément de problèmes. Je ne dis pas que c'est la seule raison.
Il y a aussi la prolifération des armes. Mais c'est vraiment pas le protocole, c'est l'application des protocoles qui fait défaut. Et on espère que des mesures vont être prises pour vraiment limiter ces dégâts ou carrément l'arrêter. Nous avons envisagé la réunion des ministres en charge de la sécurité de la CEDEAO le 28 février. J'espère que cette réunion-là va examiner le protocole, l'application qui a été faite et faire des propositions qui peuvent, si elles sont aussi appliquées, limiter les milliers de morts qu'on a enregistrés dans tous les pays. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le Président. La parole au ministre malien pour certaines interrogations qui te possèdent. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Honorables parlementaires, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt certaines préoccupations et même des questions soulevées. Ce que je voudrais dire concernant la question migratoire, il faudrait que nous en prenions une conscience aiguë de par toute la tragédie qui est posée aujourd'hui par cette question-là. Honorables députés, selon les chiffres de l'Organisation internationale de la migration, en ces quelques années, nous avons perdu 65 000 personnes dans la Méditerranée. 65 000 personnes dans la Méditerranée. Il faudrait qu'on ait conscience de qui s'agit-il. Ce sont essentiellement nos jeunes enfants. Et c'est ça, la vérité. Et quand on parle de ces chiffres, on a souvent l'impression que c'est de la fiction. Non, ce sont des corps repêchés dans l'eau. Allez-y en Italie pour voir ce qui se passe là. Il faudrait qu'on ait conscience de ce drame-là. Alors, quand vous regardez la typologie des migrants, qui sont les migrants aujourd'hui? Si avant, les migrants, c'était des jeunes ruraux, désœuvrés, d'après les hivernages, qui partaient, aujourd'hui, ce ne sont plus des jeunes ruraux. C'est aussi des diplômés, comme je l'ai dit, qui partent à la migration. Alors, aujourd'hui, ce que nous avons constaté sur les causes, qui sont des causes réelles, j'ai parlé tantôt des jeunes ruraux, et j'ai l'habitude de rappeler un vécu. Quand j'étais tout jeune, dans le village de mon père, distant d'un village voisin de 5 km, il y avait une forêt tellement dense, il y avait tellement de fauves qu'il n'arrivait à l'esprit de personne de faire cette traversée seule. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'arbres debout autour de ces villages-là. Tout est parti. Il ne pleut plus. Et quand il ne pleut plus, il y a une question de survie pour la population à ce niveau-là. Ils sont obligés de partir. Et ça, c'est une raison fondamentale qui pousse encore les jeunes ruraux à partir. Lorsqu'on analyse les conflits qui sont aussi des sources potentielles de départ, regardez dans nos États, en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, aujourd'hui le Mali, la Côte d'Ivoire, qui ont tous connu des conflits très sérieux. Écoutez, les populations, pour des questions de survie, ont été amenées à partir. Et ils sont nombreux ceux qui sont partis. Lorsque vous analysez la question du chômage, je dis c'est avec beaucoup de regrets. Nos États, depuis les indépendances, n'ont pas été souvent soucieux de l'adéquation qu'il fallait faire entre la formation à l'école et les besoins de développement. Nous avons été portés sur des enseignements élitistes. Chacun voulait finir à l'université avec un doctorat et être agrégé. Et voilà aujourd'hui les conséquences. On n'a plus de main-d'œuvre, on n'a pas de maçons qualifiés, on n'a pas de mécaniciens qualifiés, on n'a pas d'agronomes de niveau assez élargi. Donc voilà des questions qui sont posées. Donc ces jeunes gens sont allés à l'école, ils sont sortis avec des diplômes. Quand je prends l'exemple du Mali, nous avons 90% de nos universitaires, 135 000 étudiants finissent avec des diplômes littéraires. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces diplômes littéraires-là?
C'est une question. Et quand les jeunes n'ont pas de boulot, ils se disent qu'il y a un horizon meilleur, je vais aller chercher du travail. Et c'est ça aussi qui les pousse. Et ça, je le dis avec beaucoup de regret parce que parmi les jeunes Maliens qui sont morts dans la Méditerranée, nous avons pu savoir que la majorité étaient des jeunes diplômés, qui avaient des diplômes en poche, y compris d'ailleurs quelqu'un qui avait un diplôme en médecine, qui s'est retrouvé parmi les morts. Donc là, ce sont des problèmes et la fuite des cerveaux, vous en savez autant que moi. Donc aujourd'hui, ça c'est des sources extrêmement énormes. Alors c'est pourquoi il est important que nous, Africains, réfléchissions. Quand j'ai parlé tantôt de 500 000 jeunes, un demi-million, qui se trouvent aujourd'hui dans les différents centres d'accueil en Italie, en Europe, c'est à la fois des bras qui manquent à la productivité, c'est aussi des jeunes gens avec l'intelligence nécessaire qui explosent, mais qui ne le profitent pas à l'Afrique. Il est reconnu par les mêmes chiffres de l'Organisation internationale qu'il y a au moins 20 000 médecins africains qui travaillent en dehors de l'Afrique. Il y a 60 000 ingénieurs africains qui sont en dehors de l'Afrique. Que voulez-vous? Comment voulez-vous que nous nous développions tant qu'on ne prend pas conscience de ces causes-là? Donc, pendant les causes profondes de la migration, il est vrai qu'aujourd'hui, nos États sont tous interpellés. Je vous ai parlé, à vous, parlementaires, de vos séances de restitution. J'ai été moi-même parlementaire et je connais l'importance du parlementaire par rapport au message qu'il peut véhiculer auprès des populations. C'est pourquoi j'en appelle vraiment à votre sens élevé de votre devoir pour que dans vos séances de restitution, vraiment vous mettez les questions de libre circulation des personnes et des biens, les problèmes de migration au cœur des débats avec les populations. Ceci va beaucoup nous aider à remonter ce problème-là. C'est vrai, quand on connaît les causes, quelles sont les solutions? Les solutions existent, elles sont vraiment aussi africaines. Il y a d'énormes possibilités dans nos pays. Je vous prends un secteur, l'agriculture. Il a été bien compris au Mali. Le président de la République du Mali a donc dédié d'ailleurs 15,0% du budget national au développement de l'agriculture. L'agriculture, le président Buhari l'a dit récemment à Abuja, au cours d'un sommet des chefs d'État, que oui, nous avons des terres fertiles partout en Afrique. Pourquoi ne pas mettre ces terres-là en valeur? Pourquoi ne pas retenir les jeunes dans les plantations, dans les champs? Et aujourd'hui, c'est par ce secteur-là aussi qu'on peut booster le développement de l'Afrique. Ayons donc la conscience et les solutions sont souvent à apporter. Nous nous sommes tous émus par rapport à la question libyenne, au trafic de migrants en Libye, la traite des migrants, la vente aux enchères des migrants. Nous avons été prévenus très tôt. Moi, je vous dis très sincèrement, ce n'est pas un aveu que je fais là, mais j'étais au courant bien avant 2 ans. 2 ans au moins avant que les images de la CNN ne circulent. Parce que encore, quand on le dit, on n'est pas pris au sérieux. Il a fallu que CNN balance en un seul jour pour que le monde entier soit ému. J'ai eu des rencontres avec au niveau international où j'ai soulevé ce problème-là. Il avait été question, parce que l'Europe est très... aujourd'hui, l'Europe est devenue assez fragile par rapport à la question de la migration. La montée de l'extrême droite dans tous ces pays-là font qu'on commence à trembler devant ce phénomène-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. D'abord, la première politique qui avait été initiée en la matière, c'était Mare Nostrum à partir de l'Italie, sauver les migrants. On a renoncé à ça, on a mis Frontex qui était vraiment une opération policière. Donc, empêcher même les gens de venir. Aujourd'hui, il faut d'ailleurs saluer les Italiens qui ont compris que non, malgré tout, malgré la charge qu'elle a aujourd'hui dans son pays, elle continue à accueillir les gens. Elle continue à empêcher aux jeunes de mourir, de sombrer dans la Méditerranée. Donc, ces politiques sont telles qu'aujourd'hui, on a installé les barrières tout le long des frontières européennes pour que les gens ne viennent plus. Alors c'est tellement préoccupant que les chefs d'État africains et européens se sont retrouvés à La Valette en 2015 pour statuer sur la question. Mais à l'unanimité, au cours de ces débats, tous les chefs d'État ont reconnu la nécessité de travailler, de s'attaquer plus aux causes profondes, qui sont les seules raisons, les seules solutions qui peuvent empêcher aux jeunes de partir. Donc créer le maximum d'opportunités pour les jeunes dans leur pays d'origine. Et c'est ce qui peut les retenir. Donc
La politique en la matière est bien connue et souvent d'ailleurs, je me pose une grande interrogation. Aujourd'hui, quand même, alors certains États européens sont prêts à recevoir 1 million, 1,5 million, mais les nôtres sont traqués tous les jours à quitter le territoire européen. Ça me pose à moi des problèmes. Ça me pose à moi des interrogations et je ne comprends pas. On est très peu nombreux en Europe, nous les Africains. Le maximum de migration est intra-africaine. Elle est à plus de 80%. Je prends l'exemple du Mali, j'ai parlé de 4 millions de Mali à l'extérieur, mais 3,5 millions de nos compatriotes sont en Afrique. Ils sont nulle part. Donc il ne faut pas qu'on dramatise cette question-là, mais il faut qu'on l'analyse avec tous ces aspects, que nous puissions en tirer les conséquences nécessaires pour nous-mêmes et pour le développement de nos pays. Certains ont évoqué des questions de sanctions contre les agents. Je me rappelle quand j'étais conseiller au ministère de l'Intégration, je disais avoir connu l'expérience sur un corridor. Et c'est vrai, aujourd'hui avec le recul, quand je regarde tout ça, rien n'a changé. Les mêmes tracasseries existent, les mêmes agents plus ou moins sont toujours là, avec les mêmes comportements. On n'arrive pas à corriger. Pourquoi? Interrogeons-nous. Il y a depuis quelques jours, c'est une réflexion que je mène avec le ministre de l'Intégration du Sénégal, pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on se déguise, nous, au moins au niveau des gouvernements, qu'on se déguise en citoyens lambda et que nous traversions ces frontières-là pour nous rendre compte de ce qui se passe. Mais avec, au résultat, que tout ce que nous identifions, nous les relevons immédiatement, ne serait-ce que cela. Et je pense qu'en agissant ainsi, on peut aller à des résultats meilleurs. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer, parlementaire. Il faut qu'on sensibilise. Parce que je dis, si les populations comprennent qu'au niveau des frontières de la CEDEAO, ils n'ont pas un centime à verser, qu'ils refusent de verser, mais ils donnent de l'argent aux agents qui se plaisent à les prendre. Donc il y a une campagne de sensibilisation à faire, il y a une prise de conscience globale qui doit s'opérer pour que ce fléau s'arrête. Nous sommes des humains, quand même bien un agent au niveau de la frontière est payé 100 000 francs, alors qu'il y a quelqu'un qui cache bien des choses qui lui propose 1 million, écoutez, voilà les problèmes qui sont là. Donc vraiment, ce sont des problèmes connus, et je pense que c'est bien aujourd'hui que vous en parliez et que vous décidiez vraiment de les prendre en charge. Alors, il y a des questions qui se recoupent un peu. Il y a une autre question qui se rapporte effectivement à la question de visa, de promotion de visa, Madame Daffé. C'est vrai, je parlais qu'il faille faire la promotion de visa. Parce que moi j'ai remarqué que depuis qu'on a installé, on a durci les conditions d'obtention de visa, d'abord il y a un trafic qui s'est installé. Le trafic, au départ, c'était au niveau des ambassades même qui délivraient les visas. Pour un visa qui vous coûte 40 000 francs, on vous demande 2 millions. Aujourd'hui, on est à 7 millions, 5 millions, 6 millions pour se rendre en France. Alors, dans un second temps, alors ce sont des réseaux de passeurs qui se sont installés et qui sont donc à l'origine de tout ce désastre, de tout ce drame-là. Au moins, la promotion